Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa. Je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre flash information de ce jeudi 17 décembre au Nigeria. Les dirigeants africains étaient rassemblés depuis mardi à Abuja pour le 40e anniversaire de la CEDEAO. Pour l'occasion, les membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont travaillé pendant 2 jours sur les problématiques communes qui concernent leur région. Côté positif, une rétrospective a été faite sur les élections présidentielles qui se sont déroulées au cours de cette année 2015 et principalement celle très exemplaire du Burkina Faso. Le travail du président de la transition burkinabé, Michel Kafando, pour le processus démocratique a particulièrement été salué, notamment par le président de la commission de la CEDEAO, Kadri Désiré Ouédraogo. Cette réunion des dirigeants ouest-africains a surtout porté sur les questions de sécurité dans la région. Le président sénégalais Macky Sall, également président en exercice de la CEDEAO, a souhaité qu'une prochaine réunion de travail se tienne à huis clos. En tout cas, en ce qui concerne cette rencontre à Abuja, tout ce qui a filtré, c'est que les dirigeants ont notamment parlé de la burqa. Complément de détails sur ce travail commun de lutte contre les menaces terroristes avec ces déclarations du président nigérian Muhammadu Buhari, hôte également de cette réunion. La sécurité reste un enjeu majeur dans notre région. Nous sommes toujours confrontés au fléau du crime organisé transnational, dont le trafic d'armes, le trafic de drogue, tout comme le piratage et la criminalité en mer. L'autre inquiétude d'importance est l'augmentation du fléau, de l'extrémisme et du terrorisme. Ils constituent de sérieuses menaces pour la paix et la sécurité dans la région et donc requièrent des actions urgentes et concertées. La solidarité régionale et même globale est vitale dans notre effort pour contenir ces menaces. Pour y arriver, nous devons continuer à améliorer notre système de gouvernance, travailler avec nos partenaires, accélérer la mise en œuvre de nos initiatives et mécanismes communs destinés à faire face à ces risques intimidants mais pas insurmontables. Non loin de là, après 2 déclarations déjà de la disparition du virus sur son sol, le Libéria, qui peine à se débarrasser définitivement d'Ebola, a tout de même vécu hier une très belle page de son histoire. Le pays ouest-africain dirigé par Ellen Johnson Sirleaf a officiellement rejoint hier l'Organisation mondiale du commerce. L'annonce de la validation de son adhésion a été faite lors de la toute première conférence ministérielle de l'OMC sur le continent africain. La conférence de Nairobi au Kenya a confirmé le choix fait par le Libéria de faire du commerce un outil pour l'investissement et qui, selon les termes de la présidente libérienne, devrait entraîner le développement et réduire la pauvreté. Je propose d'écouter ces déclarations de joie de la présidente du Libéria, nouveau membre actif donc de l'Organisation mondiale du commerce. Elle s'exprime aussi sur les défis que son pays doit encore relever. Écoutez. L'adhésion du Libéria à l'Organisation mondiale du commerce aujourd'hui marque un tournant décisif dans notre histoire, alors que l'on continue notre route vers une transformation économique pour une croissance intégrative. Bien que longue et difficile, la route vers l'adhésion a été accompagnée par une croissance économique. Ça a été une route difficile pour nous, vu la situation au Libéria qui essaie de se reconstruire après une longue période de dévastation, mais nous avons été déterminés pour s'assurer de rejoindre les autres pays du monde comme membres à part entière de l'OMC. Et réalisant que le commerce est un ingrédient important pour répondre pleinement aux aspirations de croissance et de développement de notre peuple. Nous savons que les exigences, le plan pour l'après-adhésion vont également constituer une route difficile, mais nous avons préparé un bon plan et nous allons nous y engager pleinement et travailler à fond afin que notre adhésion puisse nous permettre de satisfaire à ces exigences et donc de devenir un membre à part entière très actif de l'OMC et que le résultat de notre travail en préambule de notre adhésion aura des conséquences sur notre croissance, la diversification de notre économie et le niveau de vie de notre peuple. La conférence de Nairobi qui se clôturera demain vendredi verra ce jeudi l'adhésion d'un autre pays, celle de l'Afghanistan.
Restons en Afrique de l'Ouest avec un mot d'environnement à présent. Le Bénin n'a pas attendu le sommet climatique mondial de la COP21 qui s'est tenu en France pour œuvrer à la protection de son environnement. En partenariat avec la Banque mondiale, mais aussi l'Agence française de développement, le pays mène une campagne de sensibilisation sur les changements climatiques. Dans ce cadre, l'ambassadrice de France, à la tête d'une délégation, est allée sur le terrain la semaine dernière. Elle a pu y constater l'évolution des projets environnementaux que soutient son pays. Les détails avec Romuald Vissot. Nous sommes dans la localité de Tazazoumbé, une commune située au centre du Bénin. Ici, Éloi, un producteur agricole, sème le pois d'Angole et le maïs grâce aux différents projets soutenus par la Banque mondiale et l'AFD, l'Agence française de développement. Le rendement des différentes cultures est appréciable parce que la biomasse est préférée aux engrais. Le projet GIC nous a formés et nous a aidés à semer les pois d'Angole qui, avec le temps, sans l'engrais, nous aurons de grands rendements avec nos maïs. Après, il y a la biomasse qui est enfouie après la récolte et qui va permettre une meilleure décomposition des éléments minéraux pour la culture vivrière qui serait installée. Donc, pour pouvoir mieux bénéficier de cette technologie, il faut aussi un pare-feu. Parce que nous sommes en saison sèche, il y a la transhumance, il y a les feux de brousse. Donc il faut un pare-feu pour pouvoir sécuriser la biomasse qui est au niveau de cette exploitation. Descendue sur le terrain, l'ambassadrice de France au Bénin relève que des efforts sont faits pour réduire le réchauffement de la terre. Elle insiste quand même sur la conservation des forêts qui jouent un rôle prépondérant dans la pluviométrie. Ce projet est avant tout un projet de développement durable de la forêt où les populations voient le bénéfice d'une gestion concertée, communautaire et respectueuse de l'environnement, de manière à permettre à la forêt de se régénérer et de se reproduire. Le reboisement est donc recommandé aux populations de Tazazoumbé afin de s'assurer un bon cadre de vie. En Afrique centrale, une tournée pédagogique est actuellement en cours au Rwanda. But de la manœuvre, expliquer aux Rwandais ce que devrait changer la nouvelle constitution sur laquelle ils devront se prononcer demain vendredi au cours d'un référendum. Cette nouvelle constitution autorisera notamment le président Paul Kagame à rester au pouvoir. D'après le sénateur Tito Rutaremara, un haut responsable du parti du président Paul Kagame, le Front patriotique rwandais, la population a bien demandé cette révision de leur constitution. Ce serait donc pour répondre à leur demande d'information que les partisans du tout-puissant FPR se sont déplacés hier dans le pays. Rien à voir donc avec une campagne officielle pro-Paul Kagame selon le FPR. Pour les ténors du parti, les Rwandais n'ont pas l'air de devoir être convaincus pour voter oui. La réforme constitutionnelle aurait été demandée par les 3 700 000 signataires de pétition pour le maintien au pouvoir du président. Avant le référendum, la nouvelle constitution avait déjà été adoptée le 17 novembre par le Parlement. L'une de ces dispositions autorise non seulement l'actuel président à se représenter en 2017, mais aussi à potentiellement diriger ensuite le pays jusqu'en 2034. Écoutez ces commentaires des citoyens qui étaient venus participer hier à la réunion d'information sur le référendum organisée par le FPR. Nous étions ici pour avoir des explications à propos des pétitions que nous avions envoyées au Parlement. Ils nous ont expliqué comment ils ont modifié la Constitution. Pour nous, comme nous avons toujours voulu que le président Kagame puisse continuer, donc nous sommes satisfaits. Ce changement de Constitution va lui permettre de rester notre leader. Il a fait tant de choses merveilleuses pour le développement et la sécurité. Après 2017, il va continuer. Les députés sont venus il y a des jours pour nous demander de voter oui. C'est normal parce que le président a fait beaucoup. Il nous a mené la paix et en plus, certains d'entre nous ont des vaches maintenant. Quant aux rares Rwandais qui avouent s'opposer à cette réforme, dans les rues de Kigali, ils préfèrent garder l'anonymat. Je vous propose tout de même d'écouter ce commentaire du vice-président du parti FDU, un parti non autorisé par Kigali. Justement, l'objectif était de démontrer la falsification ou les mensonges que le pouvoir en place utilise pour montrer
à la communauté internationale comme quoi tout le monde et toute la population rwandaise accepte le changement de la constitution sauf les 10 personnes. On avait prévu de manifester au nombre de 50 000 personnes, mais ils n'ont pas voulu nous donner cette permission, comme quoi ils ont dit des partis qui ont écrit n'ont pas de pièces officielles, ne sont pas adhérés par le pouvoir. Alors. Au nord du continent, la ville tunisienne de Sidi Bouzid célèbre ce 17 décembre le 5e anniversaire d'un triste événement. Souvenez-vous, en 2010, de l'immolation par le feu d'un vendeur ambulant de 26 ans, Mohamed Bouazizi, devant les bureaux du gouverneur de la ville. Cet acte désespéré de ce jeune diplômé au chômage avait marqué le départ d'une vraie vague de contestation sociale et politique au Maghreb, mais aussi au Moyen-Orient. Elle avait duré 4 semaines. Le mouvement baptisé la Révolution du Jasmin avait permis ensuite de mettre fin à près de 2 décennies de règne du président tunisien Ben Ali. 5 ans plus tard, ce berceau de la révolution qu'est Sidi Bouzid n'a pas beaucoup changé malheureusement. La ville reste encore enclavée, mais des efforts sont réalisés afin de construire des routes qui la relieraient à quelques grandes villes comme par exemple Tunis ou encore Sfax. Terminons ce flash information au nord de l'Afrique. La restauration terminée du masque de Toutankhamon a été annoncée hier en Égypte. Les travaux réalisés sur le masque funéraire de l'ancien pharaon ont été présentés en grande pompe. Le masque avait été endommagé, pour rappel, par des travaux sur le dispositif d'éclairage du musée du Caire en 2014. Depuis, la tentative de réparation du choc avait laissé des traces de colle visibles sur la barbe de ce vrai joyau de l'Égypte antique, un objet vieux de 3300 ans. Eh bien, hier, mercredi, enfin, le masque incrusté de lapis-lazuli et de pierres semi-précieuses a été réinstallé dans sa salle d'exposition dans le musée Cairot. Plusieurs mois de restauration par des experts allemands avaient été nécessaires. Je propose d'écouter ce spécialiste de la conservation archéologique des objets métalliques et en verre, intervenu donc dans la réparation de ce fameux masque. 90 ans après la première restauration du masque effectuée par Carter en décembre 1925, nous avons le plaisir de présenter le masque dans sa version originale. Le plus difficile, c'était de détacher la barbe. Nous avons utilisé des moyens mécaniques et des outils en bois parce que les outils en métal égratignent la surface du masque. Voilà, c'est la fin de ce Vox Flash du jeudi 17 décembre. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, vendredi, pour votre point quotidien sur l'actualité. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.